Bonjour, donc re-bienvenue à l'Université d'Automne. Ce matin, le thème est les partis politiques, le rôle qu'ils devraient tenir. Et pour nous en parler, ce sera donc Gilles Amiel de Ménard. Oui. D'abord une courte présentation de Gilles. Hein. Euh, Après une licence d'histoire à Paris 4 Sorbonne, tu te formes longuement en autodidacte Oui, à l'histoire, à la sociologie, à la politique, à l'économie et au droit. Tu es honorablement connu de nos services, comme on dit à la DGSE, euh, et nous sommes toujours ravis de t'accueillir aux universités d'automne du Pardenne. Alors, j'ajoute que tu es le fondateur et l'animateur du site internet Le Petit Nationiste, ça n'est pas une faute de français, Petit Nationiste, dont je recommande d'ailleurs la lecture régulière, puisqu'il y a des mises à jour régulières, à tous ceux qui nous écoutent. Je leur recommande aussi la lecture passionnante de ton livre, paru chez L'Harmattan en septembre dernier, en septembre 2023, de l'année dernière, 2023, pardon, ouais. intitulé La démocratie sans l'État, et dont le sous-titre est très significatif, Histoire d'une impasse. Le sous-titre est toujours important dans les livres. Oui, parce Voilà, qu'il oui. pourrait y avoir des achats d'impulsion de libertaires qui prennent le bouquin et paf, ils seraient déçus. C'est ça. Donc il faut quand même être honnête et Et leur dire que c'est pas ça. voilà, Voilà. c'est pas ça. Dans ton ouvrage, tu écris Il n'y a plus de lien entre le fonctionnement institutionnel de notre pays et la volonté de sa population, car nous sommes désormais gouvernés par les traités supranationaux. Ceux qui dirigent l'État ne sont plus que des gestionnaires d'un ordre institutionnel dont le contenu nous échappe. On nous dit que ce dépassement de l'État-nation est le moyen de chasser définitivement le spectre du totalitarisme et de la guerre, mais nous constatons que c'est d'abord l'État social qui se déconstruit, ainsi que le lien entre l'orientation de l'action étatique et les citoyens. De cette déconstruction ne résulte aucune pacification ni rien de bon. Lutter efficacement contre ce dessaisissement aurait supposé que nous ayons compris les liens entre la construction de l'État souverain et la réapparition de la politique et des processus économiques. Démocratique peut-être. Démocratique, pardon. Oui. Ouais. Comme tu l'as écrit, tu sais mieux. Hein. Allez, voilà. Démocratique. Nous ne serions donc plus dans une société démocratique, car les conditions mêmes de la démocratie auraient disparu, selon toi. Peux-tu nous expliquer... Si on n'a jamais été en démocratie, mais ça c'est un autre débat. Mais Oui. en tout cas, il y avait des processus démocratiques. Ouais, enfin, on s'y Et croyait là, en tout cas. là, on les voit plus, mais avec des bonnes lunettes. On s'y croyait en tout cas. Donc, peux-tu nous expliquer quelles sont les conditions de la démocratie? Les partis politiques, En font partie. si décriés, Mm. sont-ils responsables? Si oui, quel est leur rôle dans ce désastre, par exemple? Faut-il jeter les partis politiques aux orties? Mais s'ils ont un rôle à jouer, quel devrait-il être dans une société démocratique? Voici les questions. En gros, je te passe la parole. Non, mais t'avais préparé, hein. Mais oui. Eh oui, oui, oui. Ok, ben merci. Et c'est à toi. Bah, c'est une bonne présentation. Je te remercie. Hier, on parlait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de pas mal de choses, mais on parlait par exemple des BRICS. Donc, les pays qui s'organisent pour sortir de l'hégémonie américaine, préserver leur autonomie politique, leur souveraineté en fait, leur capacité à réaliser leurs arbitrages collectifs comme ils l'entendent, sans qu'un autre État préempte leur choix à l'avance. Ils s'organisent donc pour sortir de cette
suppression de la politique qu'il y a dans tous les pays occidentaux. Occidentaux, pris dans le sens tous les pays industrialisés qui reconnaissent l'hégémonie américaine. Ce que tu appelles l'Occident global. C'est les BRICS qui appellent ça l'Occident global. Oui, ben voilà, pourquoi pas. Donc, c'est très bien, mais comment on réalise ce genre de choses? En s'organisant collectivement, en se mettant d'accord sur ce qu'il faut faire ou pas faire, pourquoi, dans quelle perspective, on le raccroche à quelle volonté collective, sociale, etc. Et en plus, ce sont des perspectives pratiques. Il faut le réaliser après, en fait. Il faut s'organiser. En réalité, pour être efficace, ce genre de choses suppose qu'il y ait des partis politiques, au moins un parti politique, ou plusieurs partis politiques, qui mettent en perspective ces actions collectives qu'on estime nécessaires, et qui après les mettent en musique, en fait, qui les réalisent pratiquement, en prenant la tête d'un État, en transformant les institutions publiques en fonction de ces visions d'ensemble, et puis qu'ils le fassent. Mais s'il n'y a pas de parti politique, on en est rendu juste à des désirs individuels et collectifs, mais qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, en fait, qui n'ont pas de possibilité pour réaliser quelque chose de concret au niveau de la société. Si on pense aux révolutions arabes, par exemple, 2010, 2012, il y a eu toute une série de révolutions arabes. Révolutions, en tout cas des révoltes. Et justement, ça a été des révoltes en réalité sans lendemain. Pourquoi ? Parce que c'était spontané. Alors ok, d'accord, c'est une partie de la population, et même qui devient un peuple dans ces cas-là, puisqu'ils exigent politiquement une transformation de leurs institutions pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'ils ont en tête, en fait, et à leurs propres intérêts. Mais comme ce n'était pas organisé politiquement, comme il n'y avait pas de parti politique capable de mettre en récit collectif ce que les gens voulaient, et après le mettre en musique en s'emparant de leur propre État, par exemple en assurant la souveraineté de leur pays, en les dégageant de l'influence là aussi américaine ou occidentale en général, et en donnant les moyens à leur propre société de se mettre au service de leur propre population au lieu de le mettre au service de quelques privilégiés et des intérêts étrangers. Et comme il n'y avait pas tout ça, tout ce qu'ils ont été capables de faire, c'est de virer leurs dirigeants. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais c'est court. Pour que ça aille plus loin, il faut qu'ils soient organisés politiquement. S'organiser politiquement, ça veut dire créer ou disposer d'un parti politique qui organise tout ça. Et si possible, en amont, en fait. Parce que quand se réalisent des grands rapports de force collectifs au niveau d'une société, c'est un peu trop tard pour créer un parti politique. C'est trop tard. Il faut agir dans l'instant, en fait, dans les médias. S'il n'y a pas eu déjà un parti politique en amont pour structurer les rapports de force collectifs, c'est mort, en fait. C'est ceux qui sont sur la place, ceux qui sont déjà bien en position, qui vont dire oui, je comprends ce que vous voulez, ce que vous me dites, j'entends, vous inquiétez pas, je vais le réaliser, hein. Donc les gens qui sont en place vont réaliser ce qu'a créé cette effervescence là, et puis évidemment ils ont leur propre agenda et ils vont le faire en fonction de leurs propres intérêts. Donc si vous vous êtes pas organisé en amont, si vous disposez pas d'un parti politique digne de ce nom, c'est mort. Il pourra arriver plein de choses, mais ça n'aura pas d'avenir, en fait. Vous n'aurez pas prise sur le réel. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais fait plus... Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais fait plus efficace
que les partis politiques. Alors les partis politiques, ça ne pousse pas sur les arbres. Il n'y en a pas toujours eu. En réalité, c'est une réalité sociale relativement nouvelle, qui n'a guère que plus qu'un siècle et demi. C'est pas beaucoup, un siècle et demi. C'est-à-dire que encore au milieu du XIXe siècle, il y avait des partis, c'est-à-dire en fait dans les pays où il y avait de la représentation parlementaire, au sein des parlements, il y avait des divisions idéologiques. Les parlementaires se répartissaient plus ou moins comme ça en fonction de leur affinité idéologique. On appelait déjà ça des partis, mais ça n'a aucun rapport avec ce que nous appelons maintenant des partis politiques. D'ailleurs, c'est quoi la différence ? La différence, c'est en Allemagne en fait que c'est apparu en premier, le Parti social-démocrate, qui a organisé la classe ouvrière allemande sur des bases plutôt marxistes et qui a fait une espèce de mise en récit collectif de ce qui se passait, de ce qu'il fallait faire et de comment s'y prendre en s'emparant de l'État. Parti social-démocrate. Il a été interdit, hein, parce que c'était pas tellement raccord avec la manière dont les dirigeants allemands voulaient organiser la vie politique. Hein. Mais il était tellement puissant, y compris dans la clandestinité, qu'ils ont été obligés de faire quelque chose avec ça. Et finalement, il a été réautorisé, etc. Mais le Parti social-démocrate allemand, il a donné des idées à d'autres mouvements politiques en Occident. Et très rapidement, vers la fin du XIXe siècle, les gens commencent à s'organiser politiquement en partis politiques nationaux. Et un parti politique national, la différence avec avant, c'est que c'est une organisation politique qui, à l'extérieur du Parlement, et qui est là pour obliger les parlementaires à réaliser des lois et des rapports de force politiques en cohérence avec leurs engagements électoraux vis-à-vis de la population et la vision du monde qu'ils ont réussi à agréger collectivement et dans lequel les électeurs se reconnaissent. Donc ça crée un lien direct entre les citoyens et la vie parlementaire. Or, avant les partis politiques nationaux, la vie parlementaire était organisée comme un isolat du reste de la société. Les députés étaient bien tranquilles par rapport aux pressions sociales. Ils étaient censés, ils le sont toujours, hein, dans les lois, la vie parlementaire, c'est une vie individualiste. Chaque député doit se prononcer en son âme et conscience. Il fait fonctionner sa raison et il voit la Vierge, une vision de la vérité, et puis paf, il agit parlementairement en fonction de sa raison éclairée. Bon, depuis les partis politiques nationaux, ça ne se passe plus comme ça. Il est censé réaliser des rapports de force au sein du Parlement en cohérence avec les engagements qu'il a pris vis-à-vis des citoyens. Figurez-vous que cette manière de faire a littéralement horrifié les classes dominantes et les classes dirigeantes bourgeoises de l'époque. Et ils se sont dit, mais c'est la fin de l'indépendance du Parlement et du fait que la vie politique est étanche aux pressions populaires. Ça crée un cordon ombilical entre les pressions populaires et la vie politique parlementaire. Et ça leur a fait dresser les cheveux sur la tête.
À partir de là, ils ont commencé à penser que le Parlement devait être encadré. C'est la création de l'idée de l'état de droit. L'état de droit, ce sont des juristes qui réfléchissent à encadrer strictement la vie parlementaire pour récupérer un peu d'autonomie du Parlement par rapport aux pressions démocratiques. Donc, on va dire que, attention, la Constitution, c'est contraignant. Il n'y a pas une Constitution pour les chiens. Le Parlement doit respecter les délimitations qui sont les siennes et qui sont inscrites dans une Constitution. Il y a également des choses fondamentales auxquelles le Parlement n'a pas le droit de toucher, etc. Ce ne sont pas d'ailleurs que des mauvaises choses. Hein. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Il y a des choses qu'on met dans l'état de droit et qui sont, c'est pas plus mal d'y veiller, etc. Mais c'est pas tellement de ça dont je parle. C'est juste que on a commencé à parler d'état de droit parce que le Parlement n'était plus étanche aux pressions populaires, en fait. C'est la vraie raison. Et c'était d'ailleurs explicite, hein, il le disait comme ça. Et au début du XXe, quand commencent à fleurir tous les partis politiques nationaux, donc plus des petits regroupements idéologiques au sein du Parlement en fonction de leur affinité idéologique, non, des partis politiques à l'échelle de la nation qui organisent les citoyens, en fait, en fonction de leur vision politique. Hein. Une société, elle n'est pas homogène. Hein. Les gens n'ont pas la même situation sociale, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, quand ils s'organisent politiquement, ça ne crée pas les mêmes pressions politiques. Donc, il y a forcément plusieurs partis politiques. À partir du moment où on accepte l'idée des partis politiques nationaux, il y en a forcément plusieurs. Et donc, ça organise les débats publics à l'extérieur du Parlement. Ça concerne tous les citoyens, c'est-à-dire tous les membres d'une société politique qui sont habilités à arbitrer, en fait. Arbitrer collectivement. Par référendum, par les élections législatives, par toutes sortes de moyens. Je viens de vous dire les principales, quand même. Mais du coup, ils sont acteurs de leur propre vie collective. Hein, ils n'ont pas tous les arbitrages, de loin s'en faut, mais au moins les grands arbitrages, on ne peut pas les faire sans eux. C'est pas comme si c'était un détail. Hein. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus comme ça. On n'a plus prise sur les grands arbitrages, mais plus du tout. Donc voilà. Ce qui est à la mode actuellement depuis déjà plusieurs décennies, c'est de dire, on se croirait dans les années 20 et 30, de dire que le parlementarisme est en crise. Et de dire également que le parti politique, c'est une forme obsolète. Hein, c'est du passé, en fait. Les partis politiques, plus personne n'y croit. Ce sont des structures de pouvoir. Ils sont tous pourris, ils sont là pour leur carrière. Ils vous trahissent à chaque fois. Tout ça, c'est un groupe d'apparatchiks qui inféodés à ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Et bon, bref, on peut rien en faire. Des privilégiés, etc. C'est pas que c'est faux, mais c'est un peu court. C'est-à-dire que si on se fait séduire par cet air du temps qui dit que bah oui, tout se pourrit, puis la forme partie, c'est obsolète en fait. C'est quelque chose pour vous piquer votre propre pouvoir individuel et vous arnaquer en fait un petit peu collectivement. Si on est sensible à cet air du temps, ça veut dire en fait qu'on accepte de ne plus avoir d'armes collectives pour réaliser des rapports de force concernant l'État. C'est peut-être un peu dangereux. Donc la réflexion à avoir, c'est pas tellement de constater que les partis sont pourris ou pas, c'est de réfléchir sur le fait
quelles sont les conditions de possibilité pour que des partis politiques puissent faire leur travail. Et est-ce que ces conditions de possibilité sont réunies dans notre situation actuelle? Donc, vous aurez deviné que si je dis ça, c'est que ma réponse est non, en fait. Nous n'avons plus les conditions de possibilité pour que des partis politiques puissent faire leur travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail d'un parti politique? Qu'est-ce qu'il est censé faire, en fait, un parti politique? Dans une société moderne, qui dispose d'un État, c'est-à-dire une organisation complexe qui dispose de toute une série d'institutions publiques pour réaliser des changements institutionnels concernant l'ensemble de cette société. C'est ça un État, en fait. C'est toute une série d'administrations publiques qui sont là pour changer, modifier des choses au niveau institutionnel concernant toute la vie de cette société. Si ces institutions publiques ne sont pas autonomes, traduction, si cet État n'est pas souverain, s'il a les mains liées par rapport à ce qu'il peut faire ou pas faire, à quoi il va servir un parti politique? C'est-à-dire quelque chose qu'organisent les citoyens en amont du Parlement, qui est là pour réaliser des lois, donc des modifications institutionnelles au niveau de la société, et le parti politique dit ce qu'il faudrait faire, c'est tel type de choses, en fait, pour tel type d'objectif, qu'il soumet aux citoyens, et les citoyens lui disent « Ouais, vas-y, fais ça. Réalise ces changements institutionnels. Let's go. » Donc, mais pour qu'un parti politique puisse faire ça, c'est pour s'emparer de l'État, des institutions publiques, et leur faire prendre telle ou telle direction, dont les citoyens leur ont fait « Vas-y, oui, fais ça. Fais ces modifications-là. Réalise ces arbitrages. » Mais si il arrive à la tête d'un État qui lui-même s'est lié les mains et les jambes, par exemple, dans des traités supranationaux, dans des institutions européennes, par l'OMC, par l'OTAN, par toute une série d'engagements, le FMI, par toute une série d'engagements institutionnels qui interdisent à l'État de réaliser ceci ou cela. C'est bloqué, c'est figé. C'est figé dans des institutions qui sont au-dessus des lois nationales. Si l'essentiel des politiques économiques et sociales sont préemptées comme ça par des logiques supranationales, post-politiques, post-démocratiques, post-étatiques, qu'est-ce que vous voulez qu'il réalise votre parti politique une fois qu'il est arrivé à la tête de l'État? Il ne va pas arriver de miracle. L'État lui-même, il n'est pas souverain. Alors le parti politique, qu'est-ce que vous croyez qu'il va réaliser? Rien. Rien. Il va être gestionnaire d'un ordre institutionnel qui, de façon, qui lui échappe. Il ne va pas vous le dire, bien sûr, parce que sinon, vous n'allez pas voter pour lui. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a accepté un ordre institutionnel où l'État, de toute façon, il ne pouvait faire qu'une seule politique. Et quand on peut faire qu'une seule politique, c'est plus une réalité politique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs politique, la politique? Parti politique. Alors, oui, mais police au sens grec, c'est-à-dire de la cité. Voilà. Mais la cité, donc, c'est une notion grecque en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé les Grecs? Justement, ils ont inventé la politique. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire dans la cité grecque de dire on est politique? Ça voulait dire qu'ils croyaient aux dieux, mais leur originalité, c'était de dire les dieux, ils s'occupent des affaires des dieux, et les hommes, ils s'occupent des affaires des hommes, en fait. Donc, c'est à nous d'assumer la vie de la cité. C'est pas aux dieux, en fait. C'est à nous, en fait. Si nous, on le fait pas, ça va pas arriver, en fait.
Et ils avaient également inventé la philosophie. Ils étaient, pour ce qui est d'inventer, ça turbinait les Grecs. Donc, et la philosophie, c'était de dire, pour ce qui est de l'étude de la réalité, eh bien, la réflexion, elle est ouverte. Il n'y a pas de réponse prédéfinie, en fait. Notamment par la tradition ou la religion, etc. Non, non, la question, elle est ouverte. S'il s'agit de s'interroger sur ce que c'est que l'homme, la cité, la réalité physique, etc., la question, elle est ouverte. Il faut réfléchir, en fait. Il n'y a pas de réponse prédéterminée. Ça, c'est la philosophie. Cette disposition d'esprit, elle est favorable au fait de se dire, mais dites donc, comment elle est organisée, la cité ? Est-ce que c'est la manière idéale de s'y prendre ? Est-ce qu'on ne serait pas fondé à transformer un petit peu cette manière d'organiser la cité puisqu'on a autorisé la réflexion sur tout, on va l'autoriser également sur la manière d'organiser la cité. Et c'est l'invention de la politique. Voilà, la boulée. La plupart des sociétés humaines, il n'y a pas de politique. Quand on confond politique avec juste rapport de force concernant le pouvoir, alors ça, il y en a partout, dans toutes les sociétés humaines. Mais la politique, c'est pas ça. La politique, c'est de dire, la manière dont on a organisé notre société, elle est contingente, comme on dit en philosophie. On a fait comme ça, mais on pourrait faire autrement. Elle est transformable, elle est réversible. On est autorisé à s'interroger sur la manière dont on a institué notre vie collective. Ça, c'est la politique. C'est pas juste des rapports de force concernant le pouvoir. Quand le pouvoir il est préempté par une logique qu'on appelle hétéronome, c'est-à-dire qui ne dépend pas de nous pour être configuré, il ne peut pas y avoir de politique. La politique, c'est l'idée de l'autonomie. C'est-à-dire que la vie collective, c'est elle qui institue les manières de faire, les conventions, les tous, etc. Et on peut le transformer. On a la main dessus. On a prise là-dessus. Et donc, puisqu'on a prise là-dessus, qu'on peut le transformer, ça fait du sens qu'il y ait des débats publics sur la manière de s'y prendre au niveau institutionnel, et puis de réaliser des arbitrages collectifs là-dessus. C'est ça la politique. Il n'y a pas de processus démocratique sans politique. Donc, si on n'est plus dans une cité grecque, donc la manière moderne de réinventer la politique, que ça nous plaise ou non, c'est l'État en fait. L'État, au XVIe siècle, il a réinventé la souveraineté. La souveraineté, ça voulait dire on peut instituer la société de manière autonome. C'était une manière de réinventer l'invention des Grecs. Et sauf que là, ça passait par un État. Et donc des institutions publiques coordonnées à l'échelle d'une grande société et capables de réaliser des transformations institutionnelles à l'échelle de toute la société, d'une grande société, c'est-à-dire d'un milieu de milieu. C'est grand une société étatique, beaucoup plus grand qu'une cité grecque. Donc ça organise des sociétés plus complexes, plus vastes. Bien, revenons à nos moutons. Si on n'assume pas la souveraineté de l'État, donc la liberté, l'autonomie de ces institutions publiques, le fait que la question de comment les configurer est une question qui est tout le temps ouverte. On ne peut pas fermer la question, dire oui, mais on a le droit de faire que ça, pas touche à l'économie, pas touche. Si on s'organise comme ça, il n'y aura plus de politique. Or, on n'est pas retourné à la tradition qui préempte toutes les grandes questions, la religion, etc. On n'est pas retourné à la tradition, mais on a trouvé une nouvelle manière de verrouiller les questions publiques et de verrouiller ce que peut faire ou pas faire un État. Et c'est ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale, l'Union européenne, qui n'est ni une union ni européenne, mais c'est pas grave. C'est présenté comme ça. Une union. Alors en fait, ça organise la concurrence obligatoire entre les États. Si vous appelez ça une union, c'est que vous êtes généreux dans votre vision de l'union, quoi.
Et européenne, bah non, c'est ouvert à tout vent, et à l'hégémonie américaine, et aux marchés internationaux. C'est pas plus européen que moi je suis pape. Donc, en fait, l'Union européenne, c'est la déconstruction européenne des nations et de la possibilité de la politique, puisqu'on a verrouillé les grandes questions, les questions économiques et sociales. Ça, pas touche. On n'a plus droit de débattre là-dessus et de réaliser des arbitrages. C'est ça l'Union européenne. Donc, mais c'est également l'esprit de la mondialisation néolibérale, parce que la généralisation du libre-échange, ça veut dire que les conditions dans lesquelles vous fabriquez des choses, ou des biens matériels ou des services, ne doivent pas être réglées en fonction de vos propres arbitrages, droit du travail, fiscalité, salaire, je sais pas moi, contraintes environnementales, que sais-je. Elle doit être réalisée juste en fonction de votre compétitivité au niveau du prix. Si dans telle société, ce qu'ils fabriquent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de contraintes fiscales, il n'y a pas, etc., c'est eux qui ont raison. Hein, parce que la concurrence du prix, ça veut dire que votre manière de faire qui est plus coûteuse en fait, parce que vous avez eu des rapports de force sociaux qui ont établi des salaires plus élevés, des conditions du droit du travail, etc., ça fait que le produit il est un peu plus cher. Et s'il est un peu plus cher, c'est lui qui a tort, hein, parce que celui qui est moins cher et qui correspond à une autre société en fait, où il n'y a pas les mêmes rapports de force, où il n'y a pas eu les mêmes conquêtes sociales, où il n'y a pas eu les mêmes contraintes fiscales, c'est eux qui vont avoir raison. Donc vous allez perdre votre travail parce que eux, ils n'ont pas eu les mêmes rapports. C'est pas la même société, donc ils n'ont pas eu la même histoire, ils n'ont pas eu les mêmes rapports de force, etc. Les marchandises, il ne faut pas croire que ce sont des choses qui vivent dans l'éther, où aucune société les a produites. Non, c'est des sociétés bien particulières qui ont produit ces marchandises. Donc quand vous les mettez à égalité avec le libre-échange, ça veut dire que vous mettez en concurrence les sociétés, pas juste des marchandises. Donc le libre-échange, il est incompatible avec la politique. La politique, ça veut dire que vous êtes tranquille dans vos arbitrages dans votre société. Si vous avez arraché une hausse de salaire, on ne va pas détruire votre conquête sociale par la mise en concurrence d'une autre marchandise. Vous filtrez à la frontière les marchandises en fonction du fait que la concurrence tue pas vos accords internes en fait. Hein. Donc vous mettez des quotas ou vous rétablissez les prix. Pardon ? Vous mettez des droits de douane. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous organisez pour respecter l'autonomie politique de votre société par rapport aux autres en fait. On croit que ce sont des questions économiques, mais pas du tout. Ce sont des questions politiques en fait. Donc, quand vous généralisez le libre-échange, vous pouvez dire adieu à la politique. Par un autre biais cette fois-ci. Pas parce que vous êtes dans l'Union européenne, mais c'est parce que vous avez accepté de mettre en concurrence les sociétés. Le marché, voilà. Le marché est incompatible, enfin la logique de marché en tout cas, elle est incompatible avec la politique. Donc ça passe par le libre-échange. Mais ça passe aussi par la financiarisation. C'est-à-dire que si vous acceptez que dans l'entreprise, le pouvoir soit chez les actionnaires, qui eux-mêmes ont été mondialisés et dérégulés, ceux qui ont les... C'est même pas... Avant, d'ailleurs, je sais pas moi, à lutte ouvrière, etc., on continue de parler des patrons, en fait. Il faut lutter contre les patrons. Et dans le capitalisme actuel, c'est pas les patrons qu'on les commande, c'est les actionnaires. Et c'est facile de lutter contre un patron. On sait qui c'est un petit bonhomme avec une équipe. Si vous l'enfermez dans son bureau, il fait la gueule. Il n'est pas content, le mec. Vous pouvez même aller... vous savez où il habitait. Vous pouvez commencer à lui mettre la pression dessus. L'actionnaire, vous le connaissez, vous ? Vous savez où il habite ? Peut-être que la semaine prochaine, il aura changé. La semaine prochaine, je suis gentil. Peut-être même dans la seconde, en fait. Ça sera quelqu'un d'autre. Puis en plus, c'est même pas quelqu'un, en fait. C'est des fonds. C'est donc ils ont collectivisé leur truc. Vous n'avez pas prise là-dessus. Puis il habite même pas dans votre pays. Alors vous allez faire comment pour lui mettre la pression ? C'est mort.
Donc, si vous acceptez la financiarisation de l'économie privée, mais également la financiarisation des budgets publics, quand votre État il a des débours budgétaires, ben, il n'a plus le droit de s'organiser comme il faisait avant. Par exemple, en France, on avait le circuit du Trésor. La Caisse des dépôts, elle avait la maîtrise des... je fais court, hein. Elle avait la maîtrise des liquidités. Eh ben, quand il y avait un débours budgétaire, elle prenait, je sais pas moi, dans le livret A, hein, il fallait pas le dire, mais elle le faisait, ou d'autres liquidités, elle le mettait pour combler le débours budgétaire, et puis quand les impôts ils arrivaient, ben, elle le remettait à sa place. Voilà, ça n'avait rien coûté. Il n'y avait même pas besoin de faire la création monétaire, hein. C'est vrai que la Banque de France avait le droit de monétiser un petit peu, mais de toute façon, ce n'était pas la manière de faire majoritaire, hein. On ne créait pas de la monnaie, alors qu'on a réussi à financer toute la reconstruction, alors qu'on avait un PIB bien moindre, hein, que l'économie était en ruine, qu'il fallait faire la sécurité sociale, les logements sociaux, la modernisation de l'économie. C'est pareil, hein, ça ne pousse pas sur les arbres, ce genre de trucs, il faut les financer. Donc, on a réussi à financer tout ça sans dette publique exponentielle. Comment on a fait? C'est parce qu'on n'avait pas besoin des marchés financiers pour ça. Donc, si vous acceptez également la financiarisation des budgets publics, bah, vous pouvez dire aussi adieu à la politique. Parce que c'est les marchés financiers qui vous disent « Ah oui, mais ça ne me plaît pas ta réforme économique et sociale. Ça ne me plaît pas du tout. Ça m'inquiète même. Donc, je vais augmenter ton taux de refinancement de ta dette. Et tu vas voir, tu vas moins rigoler. » Et donc, je t'attends au coin du tournant. Les impôts, tu les utilises pour rembourser la dette ou tu les utilises pour financer ta fonction publique? Ta fonction publique, tu le privilégies au remboursement de la dette? Ah ben paf, tiens, ça sera du 7% maintenant, le refinancement de ta dette. Les marchés ont décidé qu'ils étaient inquiets. Voilà. Donc, quand vous acceptez ce genre de logique, pareil, adieu à la politique. Accepter toutes ces logiques, les logiques supranationales, l'Union européenne, l'OMC, le FMI, le libre-échange généralisé, la financiarisation de l'économie privée, la financiarisation des budgets publics. Quand vous acceptez tout ça, eh ben, vous pouvez dire adieu à la politique. Dans ce cadre-là, que peut faire un parti politique? Un parti politique a accepté tout ce que je viens de dire. Là, tous nos partis politiques, ceux qui ont pignon sur rue, pas le PRCF, bon, qui n'est pas encore un parti politique. On aimerait peut-être qu'il le devienne. Hein, je glisse ça comme ça. Voilà. Pas le PARDEM, qui est déjà un parti politique, légèrement groupusculaire, hein, mais qui au moins essaye. Hein, et je pourrais en citer d'autres. Mais tout ça, leur point commun, hélas, c'est de ne pas avoir réellement pignon sur rue. Les médias n'en parlent pas, les gens ne les connaissent pas, enfin en tout cas le grand public du moins, les connaissent pas, etc. Mais ceux qu'on connaît, ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui ont un rond de serviette dans tous les médias, etc., n'ont-ils pas accepté tout ce que je viens de dire? Tous. Le NPA, qui les finance, le NPA, la France Insoumise, le PCF, Europe Écologie Les Verts, tout le centre, toute la droite, le Rassemblement National, tous ces gens-là ont accepté l'ordre institutionnel, post-politique, post-souveraineté, post-tout ce qu'on veut, post-politique, post-démocratique. Oui, ils acceptent l'ordre. C'est le parti maastrichtien unique. Voilà, le parti maastrichtien unique. Tous ceux qui ont accepté le supranational. Donc, ces partis politiques ne sont pas des partis politiques. Vous connaissez le tableau de Magritte? Ceci n'est pas une pipe. Pourquoi il a fait ça? Alors, on voit une pipe, très très bien dessinée, hyper réaliste, dans un tableau. Et en dessous du tableau, il y a marqué « Ceci n'est pas une pipe ». Ben non, parce que c'est un tableau de pipe, c'est pas une pipe. Eh ben, vous connaissez l'expression aussi, il n'y a pas forcément, enfin là je l'ai oublié d'ailleurs, il n'y a pas forcément du camembert dans votre... C'est pas parce qu'il y a marqué camembert sur votre boîte de camembert que quand vous l'ouvrez, il y a du camembert dedans en fait. Bon, donc, etc., etc. Vous connaissez aussi l'image du Canada Dry. Bon, eh ben, donc,
les partis politiques, c'est pas parce qu'ils s'auto-intitulent partis politiques qu'ils sont des partis politiques. Voilà, parti communiste, communisme parti. Hein, je reprends la trouvaille de Lordon qui avait dit parti socialiste, socialisme parti. Parti communiste, communisme parti, n'est plus ni un parti, ni communiste, ni français. Ça fait 3 défauts quand même, hein, pour être un PCF, c'est dommage. Parce que pour être un parti, il faut accepter les conditions de possibilité de la politique. Et les conditions de la possibilité de la politique, c'est que vous ayez un État souverain, par exemple. C'est que vous refusez le libre-échange généralisé, par exemple. C'est que vous refusez la financiarisation de l'économie, par exemple, etc., etc. Parce que toutes ces logiques sont incompatibles avec la politique, on vient de le voir. Donc pour être un parti politique digne de ce nom, il faut refuser tout ce qui est contraire à la politique, c'est-à-dire organiser ces institutions publiques de telle manière qu'elles soient toujours transformables, librement, puisque c'est ça la politique. Comment tu as dit accepter les conditions de possibilité Oui, de la politique. Et la politique étant organiser les institutions publiques de telle manière qu'on puisse librement les transformer, sans que ces logiques soient préemptées par les États-Unis, l'Union européenne, le libre-échange, que sais-je. Donc, accepter ça, c'est accepter qu'il n'y ait pas de politique. Donc, vous ne pouvez pas être un parti politique quand vous acceptez les conditions de possibilité qui suppriment la politique. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut être rationnel. Donc, être un parti politique, c'est accepter les conditions de possibilité de la politique. Et pour commencer, la souveraineté de l'État. Quelle est la condition de possibilité pour que le peuple puisse s'attribuer la souveraineté de l'État? Qu'est-ce que c'est la souveraineté nationale? C'est pas une quantité de pouvoir. C'est pas une identité nationale. C'est rien de tout ça. C'est une notion juridique. C'est une notion juridique et politique fondamentale. C'est d'assumer la liberté de manœuvre des institutions publiques au niveau étatique. Et la souveraineté nationale, ça veut dire que c'est la communauté des citoyens qui s'attribue, c'est pronominal, elle s'attribue elle-même en fait, avec la force de ses petits doigts musclés. Parce que si c'est quelqu'un qui lui attribue la souveraineté de l'État, en fait c'est cette personne-là qui est souveraine en fait. Parce qu'elle lui a donné, elle peut lui retirer. Hein. Donc c'est forcément la communauté des citoyens elle-même qui s'attribue la souveraineté de l'État. Et la souveraineté nationale, c'est ça. C'est la communauté des citoyens d'une société disposant d'un État qui s'attribue la souveraineté de l'État. Mais encore faut-il qu'il y en ait une de souveraineté de l'État. S'il n'y a pas de souveraineté de l'État, il n'y a pas de souveraineté populaire. Il n'y a pas de souveraineté nationale. Ouais, mais elle ne peut avoir un projet commun que si elle a une perspective de réalisation de ces projets communs. Et c'est ça un État souverain. C'est une possibilité de réalisation des grands arbitrages. C'est bien de vouloir quelque chose, mais c'est mieux de le faire. Donc, et puis, pour vouloir quelque chose, il faut avoir une perspective de réalisation. Quand on s'est habitué depuis plusieurs décennies à ne voir aucune perspective de réalisation, au bout d'un moment, les grandes idées, on laisse tomber. Hein, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas arriver. Donc, quand on s'habitue au fait qu'un État n'est plus souverain, on s'habitue à que ça ne serve plus à rien les luttes politiques et syndicales, entre parenthèses. Donc, ce n'est pas un détail, les conditions de possibilité de la politique. C'est majeur de chez majeur, en fait. La politique, encore une fois, ça ne pousse pas sur les arbres. Il y a des conditions de possibilité pour que ça puisse exister. Donc, les gens qui acceptent, les responsables, les syndicats, les partis, les universitaires, les intellectuels, les journalistes, les médias, qui acceptent les conditions de la supranationalité. En fait, ils acceptent le post-politique. Ils acceptent la stérilisation de toute possibilité
de processus démocratique. C'est ça qu'ils acceptent en réalité. Ils vont l'enrober de mots sympas, ça sera saturé de droits de l'homme, de liberté individuelle, de tout ce qu'on veut. Ils vont mettre beaucoup de poudre de perlimpinpin pour habiller leur renoncement. Mais la réalité, c'est qu'ils ont accepté le post-politique. Ils ont accepté de dépolitiser les sociétés dans lesquelles ils vivent. Parce qu'ils se méfient, alors y compris certains individus, hein, y compris d'ailleurs de gens qui sont perdants dans cette histoire, parce qu'ils sont pris dans l'individualisme. C'est-à-dire que souvent on présente... En fait, il faut accepter les arbitrages majoritaires pour accepter la politique aussi. Si vous dites que les arbitrages majoritaires, c'est la tyrannie de la majorité, parce que c'est une pression sociale qui met une pression sur les individus, sur la liberté individuelle en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un arbitrage majoritaire ? On va faire comme ça en fait. On va tous faire comme ça, y compris ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est contradictoire avec la liberté individuelle, la politique. Il faut l'assumer en fait. Hein. Si vous voulez une liberté individuelle maximale, faut refuser la politique. Parce que ça va impliquer des arbitrages majoritaires. Si vous n'êtes même pas capable d'assumer des arbitrages majoritaires, vous ne risquez pas d'accepter la politique. Il faut avoir ça aussi en tête. L'individualisme, poussé à l'extrême, c'est également la renonciation à la politique. Vous voyez qu'il y a plein de processus qui vont dans le mauvais sens. La réécriture des droits de l'homme. Entre 1789 et 1948, on passe d'une logique de souveraineté nationale, du collectif, à une logique individuelle, une société individualisante. Si vous voulez bien, on fera après. Il y aura des... Parce qu'on entendra mal les remarques et les questions. Donc on s'approchera du micro et là on fera des questions-réponses. D'ailleurs, à mon avis, on s'approche très dangereusement du moment où il faut que j'arrête, il faut que je la boucle et qu'on commence à échanger. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Oui. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ça met la pression. Donc, je finirai par deux choses en fait. Donc vous aurez compris que si on est poreux à l'ère du temps, à l'individualisme ambiant, au post-national, à l'européisme, etc., faut être clair qu'on a renoncé à la politique en fait. Faut l'assumer en fait. Faut dire d'accord, il n'y aura plus de politique. Du coup, il n'y aura plus de processus démocratique. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, faut accepter. Là, on dégringole la pente. Tous les pays occidentaux, ils dégringolent la pente. Au niveau économique, social, démocratique, c'est la grande dégringolade. Et ça s'accélère. Oui, faut l'accepter, hein, puisqu'on a renoncé à la politique. On peut plus... je veux dire, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Mais même dans l'avion, on a retiré les manettes de toute façon. Hein. Il y aurait même un pilote que de toute façon, le mec, il se retrouverait avec un couteau sans manche, en fait. Donc, il serait un peu mal pris. Hein. Donc, si on acceptait qu'il y ait un pilotage automatique et plus de manettes dans l'avion, c'est plus la peine de s'occuper de la cabine de pilotage. Hein. Ça se fait tout seul. Hein. Ça, c'est l'Union européenne, par exemple. C'est le pilotage automatique généralisé. Dans ce cadre-là, voilà. La dégringolade, c'est la dégringolade. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a plus de manette. Donc voilà. Donc faut assumer cet état de fait. Si vous l'assumez pas, si vous voulez changer tout ça, faut assumer la nécessité d'un parti politique, mais d'un vrai parti politique. Donc qui assume la nécessité du retour de la politique, donc du retour de la souveraineté de l'État. Oui, c'est peut-être pas très sexy, mais si vous avez le sens pratique, c'est pas une option. Donc voilà, il faut s'organiser politiquement, en parti politique, pour transformer la colère sociale en rapport de force, et transformer ce rapport de force en effectuation, en virage à 90 degrés, à 180 degrés de toute votre société, qui est redevenue politique. Parce que, de nouveau, elle s'autorise à avoir les coups des franches sur ces institutions publiques. Hein, et donc pouvoir réaliser des grandes ruptures. Voilà.
Donc ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, les partis politiques, ils n'ont pas fait leur boulot. Ça, faut l'accepter également. C'est vrai, en fait. C'est une vérité. Tous les partis politiques ont accepté la suppression de la politique et donc font semblant d'être des partis politiques. C'est vrai, hein, en fait. Non seulement ils n'ont pas fait le boulot, mais ils continuent à ne pas faire le boulot. Donc, si on reprend les manettes avec un vrai parti politique, ou plusieurs vrais partis politiques qui se mettent d'accord pour au moins récupérer les manettes, hein, on peut ne pas être d'accord idéologiquement, politiquement et même économiquement et socialement, mais être d'accord pour au moins remettre des manettes dans la cabine. Restera la souveraineté de l'État. Il y a même des gens à droite qui sont d'accord, hein, vous savez. Hein. Donc, faire la fine bouche parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, c'est peut-être une erreur stratégique. Mais c'est à débattre. Mais en tout cas, ça peut être une coalition de partis politiques qui sont d'accord pour remettre des manettes dans la cabine de pilotage. Mais si jamais on réussit à restaurer la politique, à restaurer les conditions de possibilité de la politique, à restaurer la souveraineté, à restaurer les processus démocratiques, les grands arbitrages où la population a son mot à dire, par référendum, avec des partis politiques aux élections législatives, dans des conditions où on peut réaliser un programme. Là, on ne peut pas. Eh bien justement, il faut que de nouveau on puisse. C'est pas compliqué de pouvoir de nouveau. Hein. C'est juste restaurer la souveraineté. Hein. C'est une petite série de lois. Hein. Mais par contre, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, on va le voir hein, tout à l'heure, c'est tout à fait faisable. Et c'est compliqué. C'est des tas de choses articulées les unes aux autres qu'il faut réaliser rapidement. Parce qu'en face, il y aura des forces en face. Hein. Donc, si on n'est pas très, très structuré, très organisé politiquement, avec un programme digne de ce nom, on se fait balayer. Hein. Voilà. Mais une fois qu'on aura restauré tout ça, est-ce qu'on continuera à laisser la bride sur le cou des partis politiques ? Ben non, moi je pense pas en fait. Donc Vas-y, 5 minutes. En 2 mots, généralement il faut multiplier par 10 ou par 100. Oui, mais en 2 mots, comment on peut faire en sorte, institutionnellement en fait, d'obliger les partis politiques à ne pas à faire leur boulot, à ne pas être des partis politiques canadadaï. Il y a plusieurs possibilités. Je vous en jette comme ça un petit peu en l'air. On y avait réfléchi ensemble, on y avait réfléchi avec Jacques Nikonov, avec Rémi Chiaragatti, tu te souviens, dans la première mouture du livre. On avait réfléchi à plusieurs solutions pour obliger les partis politiques à faire le boulot. En fait, on n'a pas laissé tomber, mais je veux dire, on l'a pas mis dans le bouquin ou on l'a pas parce que les conditions concrètes de réalisation, en fait, c'est pas bouclé. Mais les idées sont bonnes, donc je vous les livre. Si vous êtes d'ailleurs plus malin que nous, vous aurez peut-être des idées pour les mettre en musique. Donc, nous, on est contre le tirage au sort pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer. Mais je ne suis pas fondamentalement contre le tirage au sort quand c'est un moyen de faire pression pour que les partis politiques fassent leur boulot. Et il y a un moyen, je vous le livre, cette piste, ça serait quand les gens ils constatent que l'offre politique, donc l'offre des partis politiques, ne rencontre pas des choses importantes qu'ils voudraient voir mises sur la table. Par exemple, la sortie de l'Union européenne. Qui sont les partis politiques en position de visibilité qui ne serait-ce qui proposent, qui parlent, ne serait-ce que vaguement de la sortie de l'Union européenne ? Zéro. Comment ça se fait ? Et donc, les citoyens qui voudraient que ça soit une possibilité, qui voudraient au moins qu'on en parle, ils n'ont pas de relais politique. En position de visibilité, encore une fois. Bien, quand ils votent, ils votent pas. Ou alors ils votent blanc. Voter blanc, hein, ça ou rien, c'est pareil. Le vote blanc qui signifie que moi je suis pour le vote, mais l'offre politique, je m'y reconnais pas.
ça devrait être un scrutin de liste, hein, dans quelque chose de proportionnel, un scrutin de liste avec des parlementaires tirés au sort parmi les citoyens, puisqu'il n'y a pas de parti politique qui correspondent à ce que veulent les gens qui votent blanc. Eh ben, tant que les partis politiques ne se sont pas sortis les doigts du nez pour représenter politiquement ces exigences politiques qui sont dans le vent, hein, puisqu'ils ne veulent pas, ne serait-ce même qu'en parler, eh ben, il y a des tirés au sort qui remplacent les parlementaires qui n'ont pas fait leur boulot, de ceux des partis politiques qui ont refusé de représenter un courant politique qui est dans leur propre société. Et ça, je peux vous garantir que ça leur met une pression. S'ils ne sont pas capables de représenter les grands courants populaires qui sont derrière eux, eh bien, les gens, quand ils votent blanc, ça donne éventuellement des tirs au sort. Bon, donc c'est une proposition sur un scrutin de liste. Autre possibilité, déjà mettre dans une constitution la centralité du référendum, c'est-à-dire où les partis politiques n'ont pas toute la main sur la vie politique. Il y a des arbitrages qui sont réalisés directement par les citoyens. Et donc, alors il y a toutes les idées de RIC et compagnie, bon, très bien, mais ça dépend de l'initiative des gens, leur capacité de s'organiser. Il y a plein de pièges, en fait, hein, dans les organisations de référendum. Il y a des choses qui peuvent être plus centrales, plus automatiques. C'est obliger, dans certaines situations, à l'organisation d'un référendum. Par exemple, l'État, un Parlement veut signer un traité, il n'a pas le choix que d'organiser un référendum, en fait. Il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas le faire passer par un congrès. C'est-à-dire le Parlement qui se réunit, Parlement, Sénat, etc., qui se réunissent et puis qui autorise un traité. Eh ben, c'est plus possible. Il faut impérativement un référendum. Donc ça met aussi la pression, mais également une sanction de mi-mandat. C'est-à-dire, si on voit qu'un parti politique, par exemple, pensez 80-83, un parti politique ou une coalition de partis politiques s'était engagé devant les citoyens pour réaliser un programme, et puis en cours de route, pouf, il fait l'inverse. Bon, il doit y avoir une sanction de mi-mandat où la majorité qui a mis au pouvoir ces gens-là ont la capacité de déjuger la coalition au pouvoir, mais sans que ça soit une chance pour l'opposition, parce que sinon c'est l'opposition qui en profite, et donc finalement on a juste raccourci les chances électorales. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est une possibilité, pareil. Eh bien, les gens de ces partis-là, de cette coalition, ou du parti majoritaire, le gouvernement est changé, les parlementaires sont changés, et ce sont des parlementaires des mêmes partis, du banc de touche, en fait. Hein, c'est l'idée du banc de touche dans un match de foot, en fait. Hein, les remplacent, en fait. Ce qui fait que ça leur met la pression en amont. S'ils ne réalisent pas le programme, ils vont être... C'est plus eux, en fait, qui seront dans le jeu, le reste de la législature et le reste du gouvernement. Ça sera ceux de la même force politique, mais du banc de touche, en fait. Ça leur met la pression pour qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent d'un mandat, d'un contrat de législature, en gros, qu'ont avalisé les citoyens. Ce genre d'idée, en fait, pour obliger les partis politiques à réaliser leur mission de parti politique. Bon, donc là, j'ai explosé mon temps de parole. Donc désormais, ce sont les questions avec vous. Merci, Gilles.